La tension dans l'immense salle était palpable ce matin-là. Les 20 dirigeants les plus puissants de la planète étaient réunis à Bali pour le sommet du G20. Mais tout le monde savait que cette réunion serait bien plus qu'une simple discussion économique. C'était un affrontement géopolitique majeur, l'Occident face à Vladimir Poutine, la démocratie face à l'autoritarisme, la diplomatie face à la force brute. Et justement, Vladimir Poutine venait de terminer son habituel discours de menaces et d'intimidation. Son show était rodé, il pensait avoir terrorisé l'Assemblée une fois de plus, et il attendait ce qu'il connaissait par cœur, le silence craintif traditionnel des dirigeants occidentaux. Sauf que cette fois, quelque chose de complètement différent s'est produit. Quelque chose qui n'a duré que 7 minutes. 7 minutes qui ont changé la géopolitique mondiale pour toujours. Sébastien Lecornu s'est levé, et ce qu'il a dit a paralysé toute la salle de conférence. Ce n'était pas une simple réponse diplomatique. C'était le moment où le monde entier a vu un tyran se faire humilier publiquement par quelqu'un qu'il pensait pouvoir intimider. Poutine avait préparé son numéro d'intimidation habituel, mais il ne s'attendait absolument pas à ce que ce soit lui qui devienne le spectacle, lui le centre de cette conférence de Bali. L'affrontement commence dès la session plénière sur la sécurité mondiale. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi vous planter le décor. Poutine débarque avec sa délégation habituelle, les gorilles imposants, les conseillers au visage fermé, tout le package intimidation du Kremlin. Et lui, au milieu de tout ça, affiche cette assurance glaciale qui a terrorisé des dizaines de dirigeants mondiaux pendant des années. Le mec pensait sincèrement qu'il allait encore une fois imposer sa volonté avec ses menaces voilées et son regard de tueur. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que de l'autre côté, Sébastien Lecornu avait passé des semaines entières à préparer cette confrontation. Des semaines. Le Premier ministre français n'était pas venu à Bali pour encaisser les provocations de Poutine. Non. Il était venu pour montrer au monde entier comment on répond à un dictateur. Et personne ne le savait encore. Personne, sauf peut-être Emmanuel Macron, qui observait la scène avec ce sourire énigmatique qu'il réserve aux grands moments diplomatiques. Poutine prend la parole. Et tout de suite, vous connaissez le personnage, cette arrogance brutale, ce sourire froid qui vous glace le sang, cette autorité que lui donne le contrôle de 6000 têtes nucléaires. Mes chers collègues, il lâche ça comme une menace déguisée en politesse. Le monde traverse une période de tension artificielle créée par certaines puissances occidentales irresponsables. Classique, du Poutine pur jus. Il enchaîne provocation de l'OTAN, aide militaire à l'Ukraine et évidemment les fameuses conséquences imprévisibles pour quiconque ose défier la Russie. Chaque mot est pesé, chaque phrase calculée pour instiller la peur, pour rappeler à chaque dirigeant dans cette salle qu'ils ont en face d'eux un homme capable du pire. Et ça marche toujours. Il pense tenir son auditoire sous sa coupe comme d'habitude. Sauf que cette fois, quelque chose cloche. Lecornu ne joue pas le jeu. Là où les autres détournent le regard, là où certains prennent des notes nerveusement pour éviter le contact visuel, lui, il fixe Poutine, droit dans les yeux, avec une intensité troublante. Alors, le dictateur russe vient à peine de terminer sa première salve de menaces. Et qu'est-ce que fait le Premier ministre français? Il lâche tranquillement. « Avez-vous terminé votre numéro, monsieur Poutine ?» Le mot « numéro ». Ce mot-là, il résonne dans la salle comme une gifle, parce que personne, absolument personne, n'ose parler comme ça au maître du Kremlin. Jamais. Et pourtant, Lecornu ne s'arrête pas là. Il enchaîne « Je souhaiterais répondre à votre performance ». Et il se lève, lentement. Et c'est là que tout bascule. Pendant les 7 minutes qui vont suivre, rien ne sera plus pareil. « Monsieur Poutine !» Il commence avec un calme olympien, un calme qui contraste violemment avec l'agressivité russe. Permettez-moi de vous expliquer la différence entre un dirigeant et un voyou. Boum! Premier coup. Et il porte. L'assistance entière retient son souffle. Parce qu'aucun chef d'État dans l'histoire récente n'a jamais osé traiter Poutine de voyou. En public, en face. Vous parlez de provocation occidentale. Lecornu ne laisse même pas à Poutine le temps de respirer. Il enchaîne froid chirurgical. Parlons plutôt de vos invasions. Géorgie 2008, Crimée 2014, Ukraine 2022. 3 agressions, 3 violations du droit international.
C'est ça votre bilan, monsieur Poutine. Et là, chaque mot est une balle. Chaque accusation fait mouche. C, N, B, B, C. Toutes les chaînes du monde entier filment ce moment en direct, une confrontation historique en temps réel. Mais il ne s'arrête pas là. Vous menacez de conséquences imprévisibles. Laissez-moi vous dire quelles sont les conséquences prévisibles de vos actions. Isolement international, effondrement économique, fuite des cerveaux. Votre pays devient un paria mondial sous votre règne. Et c'est là qu'on comprend la différence fondamentale. Un dirigeant inspire le respect par ses actions. Un voyou tente d'obtenir la soumission par la peur. Devinez dans quelle catégorie vous vous situez. Poutine, lui, il a l'habitude de terroriser tout le monde. En face de lui, les gens baissent les yeux, ils se taisent, ils cherchent à calmer le jeu. Sauf que là, il tombe sur un mec qui ne fonctionne pas comme ça. Le cornu, il n'a pas peur. Il ne recule pas. Il ne cherche même pas à apaiser quoi que ce soit. Non, lui, il attaque. De front, et il lâche « Vous voulez parler de sécurité mondiale ?» Très bien. Qui menace d'utiliser l'arme nucléaire contre des civils, qui empoisonne ses opposants à l'étranger, qui finance le terrorisme international? On sait tous de qui on parle. Et là, frère, c'est la bombe. L'accusation est directe, brutale, sans filtre. Les dirigeants dans la salle, ils n'en reviennent pas. Quelqu'un ose enfin regarder Poutine dans les yeux et lui balancer ses 4 vérités devant la planète entière. Mais le cornu, il ne s'arrête pas là. Il enfonce le clou avec un mépris qu'il ne prend même pas la peine de cacher. Mais le plus pathétique dans votre attitude, monsieur Poutine, c'est votre lâcheté. Vous vous planquez derrière vos armes nucléaires parce que vous savez très bien que votre armée est incapable de gagner une guerre conventionnelle. Et vous déformez la réalité, balbutie Poutine. Sauf que non, c'est le coup de grâce et tout le monde dans cette salle le sait. L'allusion directe aux échecs militaires russes en Ukraine vient de faire voler en éclats le masque du dictateur. Il devient livide. Ses mains tremblent légèrement. Pour la première fois de toute sa carrière, Vladimir Poutine se retrouve désarçonné devant un parterre international. Et en face, le cornu ne lâche rien. Je déforme quoi exactement? Le sourire est glacial. Vos échecs militaires en Ukraine, votre incapacité à prendre Kiev, vos généraux qui se font éliminer les uns après les autres, ou peut-être votre fuite précipitée de Kharkiv. Chaque question est un coup de poignard. Poutine tente de reprendre le contrôle. La Russie défend ses intérêts légitimes. Mauvaise idée, le cornu l'interrompt immédiatement. Vos intérêts légitimes, massacrer des civils, c'est un intérêt légitime. Bombarder des hôpitaux, c'est de la légitime défense. Déporter des enfants ukrainiens, c'est de la protection. Et c'est là que ça devient absolument glaçant. Le cornu commence à énumérer un par un les crimes de guerre russes. Et pendant qu'il parle, la salle est plongée dans un silence total. Les autres dirigeants, ils sont figés. Personne ne bouge. Personne ne respire. Ils assistent complètement médusés à la démolition en règle du tyran russe. Et puis, le cornu lâche la phrase qui va faire le tour du monde. « Monsieur Poutine, vous n'êtes pas un homme d'État. Vous êtes un criminel de guerre qui se cache derrière un bureau présidentiel. » La froideur chirurgicale avec laquelle il dit ça, c'est terrifiant. Et il enchaîne. Et aujourd'hui, devant le monde entier, je vous le dis, la France n'a pas peur de vous. Et là, le silence qui suit est assourdissant. Poutine, l'homme qui a fait trembler l'Europe pendant des années, reste sans voix. Son visage exprime un mélange de rage et d'humiliation qu'aucun photographe n'avait jamais réussi à capturer avant cet instant. Et là, attention, parce que l'écornu n'a toujours pas fini. Le mec se rapproche de la table russe et il lâche ça. Vous voulez savoir ce qui va se passer maintenant? Je vais vous l'expliquer très simplement. Franchement, rien que cette phrase, c'est déjà une déclaration de guerre diplomatique. Et il enchaîne, la France va continuer à armer l'Ukraine jusqu'à la défaite complète de la Russie. Les sanctions vont être renforcées jusqu'à l'effondrement de leur économie. Et tous les crimes russes seront poursuivis devant les tribunaux internationaux. C'est pas une menace, c'est un programme. Et devant Poutine, en face à face. Alors évidemment, Poutine tente le dernier truc qu'il lui reste, la carte nucléaire. Vous jouez avec le feu nucléaire.
Et la réponse de l'écornu, elle est chirurgicale. Non, monsieur Poutine, c'est vous qui jouez avec le feu, et vous venez de vous brûler devant le monde entier. Voilà, c'est terminé. Le gars s'est fait retourner à sa propre table, et là, l'écornu se retourne. Il se retourne face à toute l'Assemblée. Et ce qu'il dit, franchement, c'est du jamais vu en diplomatie. Il pointe Poutine et il lâche. Mesdames et messieurs les dirigeants, regardez cet homme. Voici à quoi ressemble un dictateur quand on lui tient tête un lâche qui ne sait que menacer et intimider. Silence dans la salle. Et puis, l'ovation. Une ovation tellement massive que même l'écornu s'y attendait pas. Biden se lève en premier, le président américain debout, qui applaudit. Von der Leyen suit juste derrière. Et un par un, tous les dirigeants démocratiques se lèvent, tous. Et le plus fou dans tout ça, Xi Jinping, l'allié de Poutine. Il reste assis, il n'applaudit pas, mais il proteste pas non plus. Il dit rien, il laisse faire. Et Poutine est là tout seul, complètement isolé, et il assiste à sa propre humiliation publique sans pouvoir rien y faire. C'est terminé pour lui. Et là, les journalistes qui sont dans la salle, ils le savent, ils le sentent. Ce à quoi ils viennent d'assister, c'est pas juste un sommet diplomatique classique, non. C'est un moment historique. C'est littéralement l'acte de naissance d'une nouvelle ère géopolitique, une ère où les démocraties arrêtent enfin de trembler devant les dictateurs. Et le cornu tranquille, il retourne à sa place et il lâche cette dernière phrase « Monsieur Poutine, vous pouvez retourner dans votre bunker maintenant. Le monde libre n'a plus peur de vous. Frère, frère. » Poutine se lève, quitte la salle en catastrophe, sa délégation derrière lui complètement décomposée. Et là, un tonnerre d'applaudissements éclate dans toute la salle. Pour la première fois depuis des années, un tyran vient de se faire publiquement humilier devant la communauté internationale tout entière. Et là, mes amis, ce qui se passe dans les heures qui suivent, c'est tout simplement historique. Internet prend feu. Littéralement. Le hashtag #lecornu contre Poutine explose, il devient viral en moins d'une heure. Les extraits vidéo de cette confrontation, attention, accrochez-vous, plus de 100 millions de vues en 24 heures. 100 millions. Vous réalisez ce que ça veut dire? Le monde entier a regardé un Premier ministre français mettre à genoux Vladimir Poutine. Et les réactions, elles tombent de partout. Poutine humilié comme jamais. La France montre la voie. L'écornu vient de donner une leçon de courage au monde entier. Les gens n'en reviennent pas. Les médias internationaux, eux, c'est la folie totale. CNN, titre, un Premier ministre français humilie Poutine. La BBC, le jour où Poutine a perdu sa crédibilité. Le New York Times, excusez du peu, comment l'écornu a changé la géopolitique en 7 minutes. 7 minutes. Il a suffi de 7 minutes. Et le meilleur dans tout ça, même RT, la fameuse chaîne de propagande russe, est obligée de couvrir l'événement. Ils essaient tant bien que mal de minimiser l'humiliation de leur chef, mais c'est trop tard. Le mal est fait. Le monde entier a vu. Le monde entier sait. Et pendant ce temps-là, à Moscou, c'est le chaos total. Les conseillers de Poutine essaient de contenir la crise, mais le mal est fait et il est dévastateur. Pour la première fois depuis qu'il est arrivé au pouvoir, le dictateur russe apparaît faible, vulnérable, devant son propre peuple, et le pire pour lui. Les images de son humiliation tournent partout, même en Russie, malgré la censure. Ça, mes amis, c'est un séisme politique. Mais attendez, parce que de l'autre côté, dans les capitales occidentales, c'est la fête. À Washington, Joe Biden appelle personnellement l'écornu pour le féliciter. Et sa phrase, elle vaut de l'or, « Vous avez fait ce que nous rêvions tous de faire depuis des années ». À Londres, le Premier ministre britannique salue un moment historique de courage français. Et même à Berlin, oui, l'Allemagne, celle qui d'habitude marche sur des œufs, dès qu'on parle de la Russie, même eux applaudissent la performance française. Quand tu arrives à mettre tout le monde d'accord comme ça, c'est que tu as frappé fort. Et là, les conséquences géopolitiques, elles tombent comme des dominos. L'Ukraine, soutien militaire renforcé, tous les pays occidentaux mettent la main à la poche. Les sanctions contre la Russie durcissent, encore plus sévères. Et le plus fou dans tout ça, c'est que plusieurs pays neutres basculent dans le camp occidental inspiré par le courage français. Un expert de Chatham House va même jusqu'à dire que
L'écornu a libéré la parole mondiale. Rien que ça. Et de l'autre côté, c'est la débandade totale. Les alliés de Poutine prennent leur distance un par un. La Chine. Silence radio, elle évite de commenter. L'Iran, il temporise. Et même la Corée du Nord, oui, la Corée du Nord reste silencieuse. Un analyste du MIT résume la situation en une phrase. Poutine a perdu toute crédibilité internationale. C'est terminé pour lui sur la scène mondiale. Et maintenant, parlons des conséquences. Parce que pour Poutine, c'est la chute libre. Sa popularité en Russie, elle s'effondre. Les oligarques, ceux qui le soutenaient dans l'ombre depuis des années, commencent à poser des questions. Et l'armée russe, déjà au fond du trou après les échecs en Ukraine, elle perd ce qui lui restait de confiance en son chef suprême. 3 mois après cette confrontation historique, Poutine tente un sommet de réconciliation avec la France. Sauf que l'écornu, il n'arrive pas les mains vides, il arrive avec une liste de conditions. Retrait total d'Ukraine, réparation de guerre, jugement des criminels de guerre. Et il lâche cette phrase qui va rester dans l'histoire. Le temps des compromis avec les dictateurs est révolu. 6 mois plus tard, l'empire Poutine commence à se fissurer. 1 an après cette confrontation mémorable, le monde n'est plus le même. Poutine, autrefois redouté, n'inspire désormais que le mépris. Plusieurs régions russes sont secouées par des troubles, l'opposition interne se renforce, et tout ça, c'est la conséquence directe de ces 7 minutes de courage français face à la barbarie russe. Un historien de Harvard résume parfaitement la situation. L'écornu a montré que Poutine était un colosse aux pieds d'argile. Les démocraties, elles ont retrouvé confiance en leurs valeurs. Parfois, il suffit d'un seul homme courageux pour changer le cours de l'histoire. C'est l'écornu lui-même qui l'écrit dans ses mémoires. Et cette confrontation, elle restera gravée comme le moment exact où l'Occident a cessé d'avoir peur des tyrans, où un Premier ministre français a rappelé au monde entier que la liberté, ça ne se négocie jamais. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Les répercussions de cette humiliation publique de Poutine vont transformer l'ordre géopolitique mondial de manière permanente et irrévocable. Washington est la première capitale à réagir. Le Pentagone révise immédiatement ses évaluations stratégiques sur la Russie. Si Poutine perd sa crédibilité d'homme fort, cela change complètement la donne militaire, analyse un général américain. Ses propres troupes vont commencer à douter de lui. Dans la foulée, la Maison-Blanche convoque une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale. Le secrétaire d'État américain lâche une phrase lourde de sens. « L'écornu vient de faire ce qu'aucun dirigeant occidental n'osait faire depuis des années. » Il a montré que Poutine peut être défié et humilié publiquement. La CIA, de son côté, mobilise tous ses agents pour analyser les réactions internes russes. Le directeur de l'agence va même jusqu'à déclarer « Nous assistons peut-être au début de la fin du régime Poutine ». Et ce n'est pas qu'à Washington, dans les heures qui suivent cette confrontation historique, les chancelleries du monde entier entrent en ébullition. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que les conséquences, elles dépassent largement les frontières de la France. Côté américain, d'abord, les services de renseignement, la CIA, la NSA. Tout ce beau monde, ils observent déjà des signes de nervosité au sein de l'élite russe. Ça tremble dans les cercles du pouvoir à Moscou. Et ça, c'est énorme. Mais attendez, traversons la Manche. À Londres, Downing Street, et je vous jure, c'est presque comique, jubile discrètement. Le Premier ministre britannique, ni une ni deux, convoque son cabinet. Il veut analyser cette nouvelle donne. Et ce qu'il dit à ses ministres, c'est mot pour mot, « L'écornu a ouvert une brèche dans l'armure de Poutine. Nous devons exploiter cette opportunité. » Résultat, le MI6 reçoit l'ordre d'intensifier ses opérations en Russie pour capitaliser sur cette faiblesse soudaine du dictateur. Les diplomates britanniques sont mobilisés pour allier d'autres pays à cette approche ferme face à Moscou. Et puis, il y a l'Allemagne. Et là, la réaction est plus nuancée, mais tout aussi significative. Olaf Scholz, qui, rappelons-le, a lui-même été humilié face à l'écornu, reconnaît néanmoins l'importance de ce moment. Il admet à ses conseillers, je cite, « La France vient de changer les règles du jeu avec la Russie. » Quand même. Quand c'est Scholz qui dit ça, vous savez que quelque chose de massif vient de se passer. Nous ne pouvons plus faire comme si de rien n'était. Ça, c'est l'Allemagne qui parle. L'Allemagne, les gars.
Le pays qui pendant des années a marché sur des œufs avec Moscou parce qu'ils dépendaient à mort de leur gaz. Et bien là, Berlin commence à bouger. Ils annoncent qu'ils accélèrent leur transition énergétique pour ne plus être à la merci du chantage russe. Et ce n'est pas tout, les entreprises allemandes reçoivent carrément l'ordre de préparer un désengagement total du marché russe. Total. On ne parle pas d'un petit ajustement, on parle d'un virage à 180 degrés. Et du côté de l'Europe de l'Est, alors là, c'est la fête. La Pologne, les pays baltes, la République tchèque, ils applaudissent tous. Le président polonais déclare « Enfin, quelqu'un a dit à Poutine ce que nous pensions tous ». Et franchement, quand tu connais l'histoire de ces pays, quand tu sais qu'ils subissent les pressions russes depuis des décennies, tu comprends pourquoi ils vivent cette confrontation comme une véritable libération. Dans la foulée, ils proposent de renforcer immédiatement leur coopération militaire avec la France. Et l'OTAN, de son côté, commence déjà à revoir ses stratégies de défense face à une Russie potentiellement affaiblie. Alors maintenant, accrochez-vous parce que les conséquences, elles sont absolument dévastatrices. En Ukraine, l'effet est instantané. Zelensky convoque une conférence de presse extraordinaire et là, il lâche une phrase qui va faire le tour du monde. L'écornu a fait plus en 7 minutes que des mois de diplomatie. Il a montré au monde le vrai visage de Poutine. 7 minutes, laissez ça rentrer. Et sur le terrain, le moral des troupes ukrainiennes explose littéralement. Les soldats se partagent, en boucle les images de l'humiliation de Poutine et leur raisonnement est d'une logique implacable. Si leur chef peut être ridiculisé comme ça, alors on peut les battre. Et ils passent à l'acte. L'armée ukrainienne lance immédiatement plusieurs offensives galvanisées par cette démonstration de faiblesse russe. Mais de l'autre côté, à Moscou, c'est l'effondrement total. Poutine, rentré en catastrophe du G20, s'enferme dans son bunker au Kremlin. Ses conseillers essaient tant bien que mal de limiter les dégâts, mais l'ampleur de l'humiliation dépasse tout ce qu'ils ont jamais géré. Et l'un d'entre eux finit par admettre, je cite, « Vladimir Vladimirovitch a été pris au dépourvu ». Pris au dépourvu. Le maître du Kremlin, pris au dépourvu. Personne, absolument personne, n'avait vu venir un coup aussi direct. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les services de sécurité russes reçoivent immédiatement l'ordre de tout verrouiller, censure massive sur les réseaux sociaux, suppression de contenu, blocage de plateformes. Sauf que c'est trop tard. Les images de la confrontation ont déjà fuité partout. Et quand je dis partout, c'est partout, y compris en Russie même, là où la propagande d'État contrôle normalement chaque pixel d'information. Les citoyens russes voient leur leader humilié d'une manière qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Et ça, c'est un séisme politique. Mais le vrai chaos, il se passe en coulisses. Les oligarques russes, ceux qui tiennent l'économie du pays, sont déjà sous pression à cause des sanctions occidentales. Et là, ils commencent littéralement à paniquer. L'un d'entre eux aurait confié à ses associés, et je cite l'idée, pas les mots exacts, que si Poutine perd sa crédibilité sur la scène internationale, eux risquent de tout perdre. Tout. Et certains d'entre eux vont encore plus loin, ils entament discrètement des contacts avec des intermédiaires occidentaux. L'objectif, négocier leur sortie de l'orbite poutinienne. On parle littéralement de rats qui quittent le navire. Et là, mes amis, on entre dans la phase la plus dangereuse pour le Kremlin. Pas les missiles, pas les sanctions. Non, la fracture interne. Les généraux russes, déjà secoués par les échecs militaires en Ukraine, sentent leur confiance en leur chef suprême s'effriter morceau par morceau. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent des réunions secrètes au sein même de l'état-major. Le sujet? L'avenir du pays, rien que ça. Et entre eux, ils murmurent une phrase qui dit tout. Comment peut-on suivre un leader qui se fait humilier ainsi? Mais attendez, ça ne s'arrête pas aux militaires. Dans les régions russes, les gouverneurs, ceux qui d'habitude courbent l'échine devant Moscou, commencent à prendre leur distance avec le pouvoir central. Certains vont encore plus loin, ils contactent discrètement des représentants français pour explorer des ouvertures diplomatiques. Leur logique, Moscou nous entraîne dans sa chute, nous devons penser à l'avenir de nos territoires. Et pendant ce temps, les médias russes indépendants, malgré la répression, malgré les risques, parviennent à diffuser des analyses de cette confrontation. Ils écrivent courageusement « Poutine n'est plus l'homme fort qu'il prétendait être.
Ces articles circulent clandestinement de téléphone en téléphone et alimentent un débat souterrain sur l'avenir du régime. Et devinez qui observe tout ça depuis Pékin Xi Jinping, avec un mélange d'inquiétude et d'opportunisme. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que quand un empire vacille, c'est pas juste un pays qui tremble, c'est tout l'échiquier mondial qui se met à bouger. Xi Jinping, il le sait mieux que personne. Si Poutine tombe, c'est tout l'équilibre géopolitique qui bascule. Et croyez-moi, Pékin ne fait pas dans le sentimentalisme. Du jour au lendemain, la Chine commence à prendre ses distances avec Moscou. Pourquoi? Parce que personne ne veut être vu aux côtés d'un dirigeant qui coule. Les entreprises chinoises, elles reçoivent un ordre clair, réduisez vos investissements en Russie immédiatement. Mais attendez, c'est pas fini. L'Iran aussi commence à retourner sa veste. Le régime des mollahs se dit une chose très simple. Un Poutine affaibli, c'est un Poutine qui ne peut plus nous couvrir face à l'Occident. Alors qu'est-ce qu'ils font? Téhéran lance discrètement des contacts avec des intermédiaires européens. On parle d'ouverture diplomatique. L'Iran, vous imaginez. Et le plus fou dans tout ça? Même la Corée du Nord. Oui, la Corée du Nord comprend que le vent a tourné. Kim Jong-un suspend ses livraisons d'armes à la Russie. Il attend, il observe. Parce que même le régime le plus isolé de la planète sait reconnaître quand les cartes sont redistribuées. Et c'est là que l'effet domino commence, les amis. Tous ces pays non alignés, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, ceux qui jouaient sur les deux tableaux entre l'Occident et la Russie, et après cette démonstration de force française, ils basculent massivement du côté occidental. Leurs dirigeants le disent ouvertement. Poutine n'inspire plus le respect. C'est brutal. Et 3 semaines seulement après la confrontation de Bali, les conséquences concrètes tombent déjà. La Russie perd des contrats d'armement majeurs parce que ses clients se barrent chez les fournisseurs occidentaux. L'économie russe, qui était déjà à genoux à cause des sanctions, prend encore des coups. Et le rouble, il s'effondre. À son plus bas niveau historique, voilà où on en est. 1 mois passe, et là, ce qui devait arriver, arrive. La Russie commence à craquer de l'intérieur. Plusieurs régions voient naître des manifestations éclater, les populations locales sont galvanisées. Elles ont vu l'image d'un Poutine humilié, affaibli, et elles se disent « Pourquoi on obéirait encore ?» Même les forces de l'ordre n'arrivent plus à tenir la situation parce qu'elles-mêmes sont complètement démoralisées. Leur chef suprême a été ridiculisé devant le monde entier. Alors comment tu veux qu'elles imposent le respect? 2 mois après Bali, c'est plus des manifs, c'est un véritable soulèvement qui gronde à travers la Russie. Et le plus fou, les républiques du Caucase, la Tchétchénie, le Daghestan, l'Ingouchie, elles déclarent carrément leur autonomie. Elles cessent d'obéir à Moscou. Leurs dirigeants sortent publiquement et lâchent une phrase qui résume tout. Nous ne suivons plus un leader humilié. Là, on est plus dans la crise diplomatique, on est dans l'effondrement d'un empire. Et là, on entre dans la phase la plus dingue de tout ce scénario. L'armée russe, elle est déjà à genoux à cause du conflit en Ukraine, elle peut plus maintenir l'ordre sur l'ensemble du territoire. Et 3 mois plus tard, l'impensable se produit. Un groupe d'oligarques et de généraux organise carrément un coup d'État contre Poutine. Leur justification? Il a déshonoré la Russie. Nous devons sauver ce qui peut encore l'être. Pendant ce temps, le dictateur, il est barricadé dans son bunker et il regarde littéralement son empire s'effondrer autour de lui. 6 mois après cette journée historique de Bali, Poutine est renversé. Un gouvernement de transition s'installe à Moscou, dirigé par des personnalités modérées. Et la première chose qu'ils font, proposer des négociations de paix avec l'Ukraine. L'annonce est claire, l'ère Poutine est terminée. La Russie veut retrouver sa place dans la communauté internationale. Et c'est là que l'histoire bascule complètement. Parce que quand les historiens se pencheront sur cette période 1 an après les faits, ils seront unanimes, c'est cette confrontation au G20 qui a marqué le début de la chute du régime Poutine. Ils écriront noir sur blanc que Lecornu a démontré une vérité fondamentale, un tyran n'est puissant que tant qu'on le craint. Dès l'instant où quelqu'un ose lui tenir tête, tout s'effondre, comme un château de cartes. Et aujourd'hui, Sébastien Lecornu est reconnu comme l'homme qui a littéralement changé le cours de l'histoire mondiale. Sa statue se dresse devant le palais de l'Élysée et l'inscription gravée dessus dit tout. Il a eu le courage de dire non à la tyrannie.
Quant à Poutine, il finit ses jours en exil, symbole déchu d'une époque révolue où les dictateurs croyaient pouvoir terroriser le monde sans jamais en payer le prix. Et vous croyez que ça s'est arrêté là? Non, non, non. Les ondes de choc de cette journée historique, elles se propagent partout, absolument partout, dans la société internationale. Parlons du monde académique parce que là, c'est du lourd. Cette confrontation, elle devient instantanément un cas d'école. On parle de toutes les universités de relations internationales dans le monde. Harvard, oui, Harvard, il crée carrément une chaire dédiée à l'analyse de cette géopolitique. Le professeur titulaire, il explique quoi? Nous étudions comment un leader démocratique peut neutraliser un dictateur par la seule force de ses arguments. Vous réalisez la puissance de cette phrase, et c'est pas fini. Oxford, de son côté, lance un programme de recherche complet sur l'effet domino des confrontations diplomatiques. Et dans les amphis du monde entier, les étudiants décortiquent, minute par minute, les 7 minutes qui ont changé l'histoire. Attendez, parce que là, on quitte complètement le terrain politique pour entrer dans le monde académique. Et ce qui se passe dans les universités, c'est absolument dingue. À Sciences Po Paris, un étudiant témoigne, accrochez-vous, que c'est devenu leur référence absolue en matière de courage politique. Référence absolue. On parle d'une école qui forme les futurs présidents, les futurs ministres. Et pour eux, le modèle, c'est Bali. Mais ça ne s'arrête pas à la France. À Yale, oui, Yale, l'une des plus grandes universités du monde, un séminaire entier est dédié aux techniques Lecornu de démontage psychologique des autocrates. Les futurs diplomates américains apprennent par cœur les répliques du premier ministre français. Par cœur, comme on apprenait du Shakespeare à l'école. Sauf que là, c'est du Lecornu. Et en Australie, un professeur de l'université de Sydney résume ça en une phrase. Si vous voulez comprendre le 21e siècle, il faut comprendre Bali. Point. Et ils ne se sont pas arrêtés aux paroles. Ils ont créé un institut Lecornu pour la démocratie. Un institut entier. Les chercheurs y analysent comment cette confrontation a déclenché des mouvements démocratiques à travers le monde. La directrice de l'Institut parle d'une onde de choc qui a libéré des énergies démocratiques partout. Partout, le mot est lâché. Et ce qui est complètement dingue, c'est que cette histoire, elle dépasse les frontières de la France. Parce que chaque année, l'Université de Tokyo organise un colloque international rien que pour analyser l'héritage de Bali. Les plus grands experts de la planète se retrouvent là-bas pour décortiquer les conséquences à long terme de cette confrontation. Et un politologue japonais, il résume ça parfaitement. Lecornu a prouvé que la démocratie pouvait être offensive. Vous réalisez la puissance de cette phrase? Mais attendez, parce que côté militaire, c'est tout aussi révolutionnaire. L'école de guerre française, celle qui forme les futurs généraux de notre armée, elle intègre directement la méthode Lecornu dans ses cursus. Le directeur lui-même le dit, nos futurs généraux doivent comprendre que le courage moral est aussi important que la force militaire. Et de l'autre côté de l'Atlantique, le Pentagone, il révise ses propres manuels de stratégie pour inclure cette nouvelle approche face aux dictatures. C'est monumental. Alors là, on entre dans un délire géopolitique absolument monumental. Un général américain, pas un random sur Twitter, avoue texto, Lecornu nous a montré qu'on peut gagner une guerre sans tirer un seul coup de feu. Vous réalisez la puissance de cette phrase? On parle d'un mec qui a retourné l'échiquier mondial avec 0 balle tirée. Et derrière, c'est l'effet domino total. L'OTAN elle-même crée un centre d'excellence dédié à la guerre psychologique démocratique, directement inspiré de cette confrontation. Les Britanniques développent des formations spéciales pour que leurs officiers apprennent à affronter les tyrans avec les armes de la démocratie. Et attention, même le Mossad, les gars étudient les techniques de Lecornu pour neutraliser un adversaire supérieur en nombre. Un expert en sécurité résume ça parfaitement. C'est de l'art de la guerre adapté au XXIe siècle. Et côté économie, même impact de fou. La Bourse de Paris devient la nouvelle référence européenne et détrône Francfort. Francfort, quoi. Le pilier financier de l'Allemagne poussé sur le côté. Alors là, mes chers abonnés, accrochez-vous bien parce que ce qui se passe sur les marchés internationaux, c'est du jamais vu. Depuis Bali, c'est la folie. Les investisseurs du monde entier se bousculent pour mettre leur argent en France.
Un analyste de Wall Street le dit cash, après Bali, tout le monde veut investir en France. Et quand Wall Street parle, vous savez que c'est du sérieux. Résultat, les mastodontes français explosent les compteurs en bourse. Total LV, MH, Airbus record sur record sur record. Un économiste de l'OCDE est formel l'effet Le Cornu, c'est un turbo pour toute l'économie française, ni plus ni moins. Et ça ne s'arrête pas là. Les fonds souverains de la planète entière réorientent leur investissement vers l'Hexagone. À Londres, la City, oui, la City, redécouvre l'attractivité française. Un trader londonien l'avoue lui-même, Le Cornu, a redonné une image de gagnant à la France. Quand un mec de la City te dit ça, tu sais que quelque chose a changé. Les banques d'investissement ouvrent des bureaux à Paris en masse. Et le plus dingue, même les hedge funds américains délocalisent une partie de leurs opérations en France. Un gestionnaire de fonds à New York le justifie simplement « on veut être associé au succès français ». Voilà, tout est dit. Et on passe maintenant au volet culturel et là, franchement, accrochez-vous parce que c'est du délire total. Cette victoire diplomatique, elle n'a pas juste fait du bruit en politique, elle a déclenché une renaissance culturelle française à l'échelle mondiale. Oui, vous avez bien entendu. Le monde entier se retourne vers la France et cette fois, c'est pas juste pour les croissants. Côté cinéma, Hollywood est en ébullition. Plusieurs projets de films sont déjà en développement sur cette confrontation historique. Un producteur a littéralement déclaré « C'est l'histoire parfaite David contre Goliath version 20 et 1e siècle ». Et honnêtement, il n'a pas tort. Netflix, de son côté, lance carrément une série en 6 épisodes. 6 épisodes sur les 7 minutes qui ont changé le monde. Et les plateformes de streaming, elles se battent entre elles pour récupérer les droits de cette histoire. Un dirigeant d'une grande plateforme a même avoué « Tout le monde veut raconter cette épopée. C'est la guerre des studios, les amis. » Mais attendez, c'est pas fini. Dans le monde de la mode, Paris reprend sa place de capitale mondiale incontestée. Les créateurs français sont sollicités de partout. Le directeur de Chanel lui-même a dit que cette affaire avait redonné du glamour à la France. Milan recule, New York recule, et les Fashion Weeks du monde entier. Elles invitent massivement les créateurs français. La renaissance parisienne, elle est là, elle est réelle et elle fait mal à la concurrence. Mais attendez, on n'a même pas parlé de la bouffe. Parce que oui, la gastronomie française, elle aussi, elle surfe à plein régime sur cette vague. Les restos français, ils s'exportent partout dans le monde, c'est une invasion culinaire. Un chef étoilé le dit lui-même, tout ce qui est français est devenu tendance après Bali. Les exportations de vin, elles explosent. Les produits du terroir conquièrent des marchés qu'on n'aurait même pas imaginés il y a 5 ans. Un spécialiste du marketing résume ça parfaitement. L'art de vivre à la française bénéficie de l'effet Le Cornu. Voilà, c'est dit. Et côté sport, c'est pareil, voire pire, enfin pire dans le bon sens. Cette nouvelle image de la France, elle attire les plus grands événements internationaux. Paris décroche l'organisation de plusieurs compétitions majeures supplémentaires. Un responsable olympique avoue carrément « Le dynamisme français sous Le Cornu, ça nous séduit. Les clubs de foot français, ils attirent les meilleurs joueurs de la planète. Même le PSG profite de ce qu'un journaliste sportif appelle en rigolant « l'aura Le Cornu ». Le Tour de France étend son rayonnement international comme jamais. Et les sponsors du monde entier se battent, littéralement se battent, pour être associés aux événements français. C'est devenu le ticket d'or. Alors là, on entre dans un sujet qui me passionne personnellement, la tech et l'espace. Et ce qui se passe en ce moment, c'est du jamais vu. La Silicon Valley, oui, LA Silicon Valley délocalise une partie de ses activités vers Paris. Un dirigeant de Google l'a dit lui-même, l'écosystème français nous paraît plus stable depuis Le Cornu. Quand Google te dit que ton pays est stable, tu sais que tu as fait quelque chose de bien. Les startups européennes, elles choisissent massivement la France pour s'implanter. Un entrepreneur britannique, je le rappelle, a déclaré « Le Cornu a créé un climat de confiance extraordinaire. Même les géants asiatiques s'y mettent. » Samsung ouvre des centres de recherche en France en disant texto « Nous voulons profiter du dynamisme français. » Samsung, en France, on vit une époque formidable. Et dans l'espace, parce que oui, on parle aussi d'espace, c'est le même délire.
L'Agence spatiale européenne relocalise davantage d'activités en France. La NASA, les amis, propose des coopérations privilégiées avec le CNES. Un expert aérospatial résume ça parfaitement. Le Cornu a redonné une ambition spatiale à la France. Et cerise sur le gâteau SpaceX d'Elon Musk envisage d'implanter une base de lancement en Guyane française. Elon Musk, Guyane française. Je répète parce que ça mérite d'être entendu 2 fois. Et on termine avec un truc qui est juste hallucinant. Dans le secteur de l'intelligence artificielle, un des domaines les plus compétitifs de la planète, c'est la France qui rafle tout. Les meilleurs cerveaux du monde entier débarquent à Paris. Il y a un chercheur français qui dit texto « L'effet Le Cornu nous rend plus attractifs que la Silicon Valley ». Vous réalisez ce que ça veut dire la Silicon Valley? Le temple mondial de la tech. Et nous, on les dépasse. Mais attendez, ça va encore plus loin. Les universités américaines Stanford, le MIT, les plus grandes, elles voient leurs étudiants partir. Partir où en France? Un doyen de Stanford lui-même avoue « Ils veulent comprendre le secret du leadership français ». Stanford qui perd des étudiants au profit de la France, franchement, si on m'avait dit ça il y a 5 ans, j'aurais rigolé. Et 2 ans après cette confrontation devenue légendaire, la boucle est bouclée. La France est redevenue une superpuissance d'influence mondiale. Le Cornu, il est invité partout, tous les sommets, toutes les crises internationales, on le consulte surtout. Et cerise sur le gâteau, même un ancien président américain finit par reconnaître « Sébastien incarne le leadership du 21e siècle ». Voilà. Quand tes anciens rivaux te valident publiquement, il n'y a plus rien à ajouter. Et pendant ce temps, Poutine. Ah, Poutine. L'homme qui faisait trembler le monde entier vit maintenant dans un petit appartement minable à Minsk, sous la surveillance constante des services biélorusses. T'imagines le tableau? Le mec qui contrôlait le plus grand arsenal nucléaire de la planète, il peut même plus sortir acheter du pain sans qu'on le flique. Ces anciens oligarques, ils veulent plus le voir. Ces généraux, ils l'ont lâché comme une vieille chaussette, un ancien proche, et j'adore cette citation ricane en disant « Il reste l'homme qui s'est fait humilier par un Français ». Voilà, c'est ça son héritage. Et attends, c'est pas fini. Le bonhomme essaie d'écrire ses mémoires en exil. Sauf que aucun éditeur n'en veut, littéralement personne. Les maisons d'édition lui répondent texto « Personne ne veut publier les souvenirs d'un dictateur déchu. » Même les chaînes de télé les plus racoleuses, celles qui inviteraient n'importe qui pour du buzz, refusent ces interviews. Un producteur russe en exil résume la situation parfaitement. Poutine n'intéresse plus personne. Fin de l'histoire. Le néant total. Et quand des journalistes essaient de le faire parler sur cette journée fatidique de Bali, l'ancien maître du Kremlin refuse de répondre. Cette histoire est terminée, qu'il marmonne en détournant le regard. Sauf que non, mon gars. Pour le monde entier, cette histoire, elle ne fait que commencer. Elle est devenue le symbole qu'un seul homme courageux peut changer le cours de l'humanité. Le Cornu nous a rappelé que la démocratie, quand elle ose, est invincible. C'est pas moi qui le dis, c'est un éditorialiste du Washington Post. Et aujourd'hui, dans toutes les écoles démocratiques du monde, les enfants apprennent cette histoire. Ils retiennent qu'un premier ministre français a eu le courage de dire non à un dictateur. Et que ce non a libéré des centaines de millions de personnes. Et c'est peut-être ça le plus bel héritage de ces 7 minutes historiques, avoir prouvé que le courage c'est contagieux et que la liberté, elle finit toujours par triompher.